Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Aujourd'hui, nous allons du côté de la Martinique. Alors, enfilez vos tongs, mettez vos lunettes de soleil, habillez-vous légèrement, parce que notre petit voyage va nous mener dans la ville au rasoir. Jadis, il y a très longtemps, bien avant que la civilisation moderne ne s'empare de la Martinique, il n'existait qu'une seule ville sur l'île. On la surnommait la ville au rasoir, en raison des clés coupantes qui tapissaient certaines rues depuis la nuit des temps. C'était une ville mystérieuse où les vieilles femmes s'adonnaient au vaudou et mangeaient des ossements des personnes décédées qui n'avaient pas remboursé leurs dettes. Les corps étaient traînés par 2 chevaux jusqu'à ce que leur chair se disloque et que les vieilles mégères en fissent leur festin. Un jeune voyageur, venu d'on ne savait où, échoua un jour dans la ville au rasoir. Il répondait au nom de Paolo. Et il s'était mis en quête de trouver une épouse, la femme de sa vie, son âme sœur, avec laquelle il espérait fonder un foyer. Il avait emporté tout l'argent qu'il possédait et s'était jusque-là contenté du minimum nécessaire à sa subsistance, afin de garder un pécule pour son futur mariage. Mais son arrivée dans la ville au rasoir changea ses plans. À peine avait-il franchi le seuil de la commune qu'il se figea d'horreur devant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Accroché à une corde, un vieillard était tiré à même le sol par 2 chevaux au trot, et son sang rougissait les bouts de métal tranchant qui jonchaient la route. La foule regardait tout en injuriant la famille du défunt, qui pleurait d'humiliation et de tristesse. C'en était trop pour Paolo qui alla trouver le maire. « Monsieur, » implora-t-il avec déférence, « il faut absolument que ça cesse. Imaginez que votre propre père soit traîné ainsi. »« Eh bien, c'est la coutume qui le veut, » répondit le maire. « La seule chose qui puisse arrêter ce rituel, ce serait le remboursement des dettes contractées par le défunt au cours de sa vie. »« Soit, alors je paierai, oui, je paierai tout. » Paolo se rendit chez les créanciers pour rembourser les dettes accumulées. La famille du mort le remercia chaleureusement, mais il n'avait plus un sou. Il s'était complètement dépourvu et se trouvait désormais dans l'impossibilité de se marier si jamais il rencontrait la femme idéale. C'est alors qu'une voix l'appela. « Paolo, Paolo !» Il fit volte-face, mais ne vit personne. La voix reprit comme un souffle venu de loin. « Paolo, merci de ta compassion. »
Le voyageur ne voyait toujours rien. « Qui a parlé ?» demanda-t-il dans le vide. « L'âme de celui que tu viens de préserver. » Un spasme parcourut Paolo. « Ne crains rien, » fit le fantôme. « Je suis là pour t'aider à mon tour. » « Je n'ai plus d'argent, » se plaignit l'homme. « Et sans argent, je ne pourrai jamais épouser la femme de ma vie. »« Rassure-toi, je vais t'indiquer le chemin, tu te rendras aux 3 portes de la ville au rasoir. »« Les 3 portes de la ville au rasoir ? Je n'ai jamais entendu parler de cela. »« Ce sont les 3 portes les plus dangereuses au monde. Mais derrière elles se dissimule la femme de tes rêves, la belle sans connaître. »« La belle sans connaître ? Oui, vous tomberez amoureux l'un de l'autre. »« C'est vrai. Il te faudra cependant braver bien des dangers, » continua l'âme du défunt. « Pour les vaincre, tu achèteras 3 barils d'os, 3 barils de fleurs et 3 barils de sucre. »« 3 barils d'os, 3 barils de fleurs, 3 barils. Mais comment faire? Je n'ai plus d'argent, je te dis. » La brise fit frissonner les narines de Paolo et souleva à ses pieds de la poussière de la route. Aucune réponse ne se fit entendre. Le fantôme venait de disparaître. Paolo mit machinalement la main dans sa poche et buta sur quelque chose de métallique. Il la sortit et constata que c'était des pièces. Il n'avait donc pas rêvé. Il ne perdit pas une seconde et partit s'acheter les 3 barils. Il loua également une carriole afin de les transporter, puis il se dirigea vers les 3 portes les plus infernales que l'on eût connues sur terre. Il arriva devant un édifice imposant, constitué d'un mur circulaire haut de plusieurs dizaines de mètres, et dont la seule ouverture visible était une petite porte en bois. C'était la première porte de la ville au rasoir, et elle ne présageait absolument rien d'inquiétant. Mais à peine Paolo eut-il frappé que des grondements atroces s'en échappèrent. On aurait dit une meute de chiens enragés, affamés, prêts à planter leurs crocs pointus dans n'importe quelle chair humaine. Paolo prit le baril d'os et en déversa le contenu. Alors il ouvrit la porte. C'étaient effectivement des chiens et ils se ruèrent sur les os et lui laissèrent le champ libre. Paolo s'engouffra dans un couloir obscur et progressa sans entrave jusqu'à la deuxième porte. Il perçut alors comme un sifflement qui s'intensifiait. Il ouvrit la porte et vit au fond du corridor les colibris par dizaines. Ils volaient vers lui à toute vitesse pour lui piquer les yeux. Paolo se précipita sur le baril de fleurs et le vida. Les colibris se posèrent sur les fleurs
et commencèrent à les butiner. Il venait une nouvelle fois de l'échapper belle. Chaque porte s'ouvrait sur un couloir et Paolo atteignit la dernière des 3 portes. Il lui suffisait de surmonter cet ultime danger pour connaître le bonheur suprême, et il se doutait bien que le baril de sucre lui servirait de sésame. Derrière la porte montait un bourdonnement assourdissant. Paolo se recouvrit le corps de sucre et fonça. Le corridor pullulait de mouches carnivores. Mais elles ne voyaient pas le jeune homme. Elles se contentèrent de manger le sucre et le laissèrent indemne. Paolo courut jusqu'au bout du couloir et arriva dans une salle immense dont les murs de marbre gris-blanc luisaient comme une promesse. Il venait de pénétrer dans le palais royal. « Qui va là ?» demanda le chef des gardes. Paolo ne sut que répondre. « Je suis un simple voyageur venu faire connaissance de la belle sans connaître. »« Tu n'as rien à faire ici. Emmenez-le. » 3 autres gardes se jetèrent sur l'intrus et l'amenèrent au cachot. « Tu moisiras ici jusqu'à ce que le roi daigne venir te voir, » martela le chef des gardes. Et ils laissèrent Paolo seul dans sa cellule. Le jeune homme se désespérait. Avoir fait tout cela pour se retrouver prisonnier, quel gâchis! Mais il n'eut pas à attendre longtemps. Au bout d'1 heure, le roi se présenta, escorté des 4 mêmes gardes. On m'a dit que tu voulais voir ma fille. »« Votre fille ?» s'étonna Paolo. « Mais oui, la belle sans connaître, ma cadette. »« Eh bien, j'ignorais qu'il s'agissait de votre fille. »« Ah bon ? En plus, tu mens. »« Mais je vous assure, sire. »« Tais-toi. Il y a 1000 ans, je me suis fiancé avec mon épouse actuelle. » fit le roi d'une voix nostalgique. « Nous nous sommes promenés dans le nord de la Martinique, et hélas, ma fiancée perdit la somptueuse alliance que je lui avais offerte. Je te donne donc 1 journée pour la retrouver. Si tu n'es pas en possession du bijou d'ici demain matin à pareille heure, tu seras haché au fil du rasoir. » « Mais Altesse, comment puis-je retrouver le bijou si vous me laissez enfermer ?»« Débrouille-toi, » répondit le roi en s'éloignant. « À demain !» L'heure était grave, et cette fois-ci, le voyageur ne voyait pas comment s'en sortir. La nuit s'avançait, ombre noire dont Paolo ne percevait pas l'épaisseur dans sa géole, plongée dans l'obscurité. Il n'avait plus la notion du temps, mais il savait que ce dernier passait irrémédiablement. Un sentiment d'impuissance et de désespoir
l'envahissait tout entier lorsqu'il entendit un aboiement. « Qu'est-ce donc que cela ?»« C'est moi, chien. »« Qui ça ?»« Le sergent-chef des chiens. Je viens te rendre l'appareil. Il y avait 1000 ans que mes congénères et moi-même n'avions mangé des os si délicieux. Une moelle aussi tendre que celle contenue dans le baril que tu nous as baillé. Nous allons t'aider. Lorsque l'Angélus sonnera, tu seras en possession de la bague. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. » Paolo s'en remit à la parole réconfortante de compère chien et se coucha. Que pouvait-il bien faire d'autre après tout? Il n'y avait pas d'autre issue. Pendant ce temps, la meute des chiens menée par le sergent-chef se regroupa pour se diriger à toute allure vers le nord. Arrivée sur place, elle se déploya dans toutes les directions. Des dizaines de chiens arpentèrent les rues, flairèrent des bosquets, foulèrent les plages. Ils demandèrent des indices aux poissons. Ce fut une petite sardine qui les renseigna. Ma sœur a un jour trouvé une bague. Il y a longtemps par contre, hein. Pourrais-tu me la rapporter ? Demanda le sergent-chef des chiens. La petite sardine plongea et remonta la bague en question. Le sergent-chef reconnut immédiatement le sceau royal. « Je dois absolument récupérer ce bijou, car il appartient au roi de la ville au rasoir. Donne-le-moi et tu seras récompensé. » Sardine s'exécuta. « Merci. » Le sergent-chef s'éloigna. Et ma récompense? Ah oui. Eh bien, la voilà. On va te retirer sans t'écailler. Le poisson frétillant n'eut pas le temps de réagir qu'un soldat chien le happa d'un coup de gueule et la meute captura d'autres poissons et alluma un grand feu de joie. Les chiens festoyèrent et dansèrent le bel air avant de rejoindre la ville au rasoir où le sergent-chef apporta l'alliance à Paolo. « Merci du fond du cœur, » dit ce dernier en prenant le précieux anneau. « Je n'y croyais plus. »« Tu n'as pas à me remercier. Quand on fait du bien, c'est du bien que l'on récolte. Bonne chance !» Au petit matin, le monarque, accompagné de ses 4 gardes, descendit au château. « Eh bien, prisonnier, as-tu retrouvé cette bague que mon épouse perdit il y a 1000 ans ?»« Oui, sire, la voici. » Le roi n'en crut pas ses yeux. Il s'agissait bien du bijou qui avait scellé 1000 ans auparavant ses propres fiançailles. L'or en était à peine altéré et le souverain se réjouit. « C'est bien, mon garçon, c'est bien, c'est très bien. Mais il manque un château à mon bonheur. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Paolo, qui avait espéré être libéré sur le champ. « Eh bien, j'aimerais avoir un château dans le bois qui jouxte mon palais. Je te donne jusqu'à demain matin pour le bâtir. Sans quoi, tu sais ce qui va t'arriver. Tu seras haché au fil du rasoir, » conclut le roi en remontant les escaliers.
Cette fois-ci, c'était vraiment la fin. Comment Paolo aurait-il pu construire un château en une seule nuit, même s'il avait été libre de ses mouvements? Cela était tout bonnement impossible, mais l'espoir surgit tout à coup d'un battement d'ailes. « Nous allons t'aider !»« Qui a parlé ?» demanda Paolo. « C'est moi, Colibri. Cela faisait des lustres que nous n'avions dégusté un nectar aussi exquis. Nous voulons te remercier pour ça. »« Comment allez-vous faire ? Ne sais-tu donc pas que les colibris sont les meilleurs bâtisseurs de nids au monde ? Les virtuoses de la construction ? Demain à l'aube, un magnifique château se dressera au milieu du bois. » Paolo compta très fort sur la promesse du colibri. Le lieutenant des oiseaux rassembla toutes ses troupes pour établir un plan de travail. Il les munit de haches, de pioches, de coutelas et d'autres outils indispensables. Puis ils se mirent à l'œuvre. Il y avait tellement de colibris affairés que depuis sa cellule, Paolo les entendait virevolter à l'unisson, et peu à peu, il reprenait espoir. Au petit matin, le roi se fit réveiller par un rayon de soleil qui perçait à travers ses rideaux. Il se leva et, les ouvrant, il fut stupéfié. Un château fabuleux étincelait au beau milieu de sa forêt. Il réveilla la reine, qui n'en revenait pas, elle non plus. « C'est extraordinaire! Ce jeune homme mérite une récompense exceptionnelle! » « Eh bien, ma chère, il s'est quand même introduit dans le palais de manière illicite, » rappela son époux. « Regarde ces tourelles, Gustave, et les statues de colibris qui surplombent le portail. Quel sens du détail! Ce voyageur est le meilleur sculpteur du royaume. Il faut le remercier comme il se doit. »« D'accord, ma chérie, je lui ferai porter du pain rassis avec un morceau de morue salée. »« Ah non, Gustave, ah non! Donne-lui ce qui est venu chercher. »« Quoi? La belle sans connaître ?»« Tu lui donneras sa main, s'il la reconnaît. » On vint annoncer à Paolo qu'il était libre de repartir ou de persévérer dans sa requête. « Au château !» fit le chef des gardes sur l'ordre du roi. « Il y a 3 filles qui se ressemblent comme des gouttes d'eau. Mais une seule d'entre elles est la belle sans connaître. Si tu désires avoir sa main, tu devras la reconnaître. Si cependant tu ne parvenais pas à l'identifier, tu serais jeté au crocodile. Que décides-tu ? Repartir seul et libre ou persister dans ton rêve au risque de périr ? » Paolo ne mit pas longtemps à formuler sa réponse. Pour lui, la vie ne valait pas la peine d'être vécue que dans l'amour. Et si la belle sans connaître était effectivement son âme sœur, comme le lui avait annoncé le fantôme du défunt, alors il était prêt à mourir pour elle. « Je continue, plus que jamais. »« D'accord, nous viendrons te chercher à midi. Midi tapante, hein ? Le roi donne une réception avec de nombreux convives. Parmi eux se trouveront la belle sans connaître et ses 2 sosies. Ce sera alors à toi de jouer. » Le chef des gardes laissa Paolo seul dans sa cellule, dubitatif. Après tout, comment allait-il faire pour reconnaître sa promise alors qu'il ne l'avait jamais vue ? Comment la différencier des autres ? C'est alors qu'il sentit un chatouillement à son pied gauche. « Bonjour !» Il baissa les yeux
et aperçut une grosse mouche. « Bonjour !» répéta-t-elle. « J'ai tout entendu et je suis venue t'aider. » « Ah oui ?» Si tu savais le plaisir que tu nous as donné en nous offrant ce sucre succulent, c'était divin. Aujourd'hui, nous voulons te remercier. Paolo était tout oui. Tout cela va se passer le plus simplement du monde. Quand le roi te présentera les 3 filles, je me poserai sur le nez de la belle sans connaître, et tu n'auras plus qu'à la désigner. Tu connais la belle sans... Évidemment que je la connais. Tu ne peux plus la confondre avec une autre fille une fois que tu as croisé son regard. Un sourire s'esquissa sur le visage de Paolo, qui sentit son cœur frémir. Midi sonna jusque dans le vide angoissant des oubliettes. Les gardes vinrent chercher Paolo et l'emmenèrent à la salle de réception. La salle de réception était pleine, à craquer, et 3 filles, aussi jolies l'une que l'autre, se tenaient debout, entourées de la reine et du roi. L'une de ces filles est la belle sans connaître, fit ce dernier. À toi de me dire laquelle, et tu auras le droit de l'épouser. Elles étaient toutes les 3 vêtues de la même robe écrue. Mais en croisant le regard de la fille du milieu, Paolo éprouva tout à coup quelque chose d'étrange, comme si une vague turquoise charriait dans tout son corps des soleils moites dansant sur les champs des oiseaux bleus. Jamais il n'avait ressenti un sentiment aussi fort, et il sut que c'était la belle sans connaître, bien avant que la grosse mouche ne se posât sur son nez. « Voici la femme de ma vie !» dit-il en la désignant. Un large sourire éclaira le visage de la belle. Elle venait, elle aussi, de tomber amoureuse.
Le roi célébra la noce le jour même, puis il installa les jeunes mariés dans le château que les colibris avaient bâti. Ce fut le bonheur au quotidien. Paolo devint le prince de la ville au rasoir et profita de sa prérogative pour mettre un terme à la coutume mortuaire qu'il estimait inique. Il fit enlever les clés coupantes qui encombraient les rues et intima au maire de veiller à ce que les cérémonies funèbres se déroulent désormais dans la sérénité. On y invita des conteurs afin de soutenir et d'égayer la famille de chaque défunt. Et c'est depuis ce jour-là que les conteurs s'expriment dans les veillées mortuaires en Martinique. Voyageurs, voyageuses, j'espère que vous avez apprécié ce conte. Donnez-moi dans les commentaires vos avis sur le conte. On se retrouve très bientôt pour un autre conte. Et jusque-là, au revoir.